Viol et apologie de viol, 2 agents du corps de la police mis aux arrêts. Les 2 répondront de leurs actes devant la justice, a dit le ministre de la Sécurité dans un document publié dans la soirée du 17 janvier. Un nouveau président à la tête de la Fédération tchadienne de football association aura du pain sur la planche. Sa mission sera de relever le niveau du football tchadien et c'est aussi le souhait des supporters. Samedi 18 janvier 2025, merci de nous rejoindre pour ce 19h45. Il vous souviendra qu'en date du 16 janvier 2025, une fille a été victime d'un viol perpétré par un agent des forces de l'ordre au sein du commissariat public numéro 15. La nouvelle a été accueillie avec fracas sur les réseaux sociaux. À la suite de la publication des faits, un autre élément de la police a fait l'apologie du viol avec un commentaire désobligeant. Eh bien, ce 17 janvier, le ministre de la Sécurité annonce l'arrestation des 2 agents. Habib Anguini. Le policier accusé du viol présumé sur une jeune femme de 20 ans au sous-poste de police d'Amtoukoun est désormais entre les mains de la justice, a annoncé le ministère de la Sécurité publique. Dans le même communiqué, le ministère précise qu'un autre policier qui avait fait l'apologie de viol sur les réseaux sociaux a également été arrêté. Les 2 répondront de leurs actes devant la justice, conclut le document publié dans la soirée du 17 janvier. Plus tôt, le ministère de la Femme avait condamné fermement cet acte et exigé la radiation des policiers impliqués du corps de la police. Les faits remontent à la nuit du 15 au 16 janvier. La victime affirme avoir été arrêtée par des policiers, conduite au poste, puis violée par le chef jusqu'au petit matin. Son témoignage glaçant partagé sur les réseaux sociaux a provoqué une vive indignation au sein de l'opinion publique tchadienne. À la suite des événements, ce samedi, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Belngar Larmé, a rendu visite à la victime pour lui apporter son soutien physique, moral et lui assurer que la justice sera rendue en sa faveur. Békoutou Junior. Dans un geste empreint de compassion et de solidarité, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Belngar Larmé Laguerre, s'est rendu chez la victime de cet acte odieux qui enflamme les réseaux sociaux depuis 48 heures. Ces moments, chargés d'émotions dans une pièce sombre, a été marqué par une écoute sincère et un soutien moral apporté à celles qui luttent courageusement pour surmonter l'indicible. Nous avons estimé nécessaire de venir en famille apporter notre soutien moral, notre soutien physique et rassurer la victime que nous sommes à ses côtés. Le président de la CNDH poursuit en rappelant l'importance de briser l'omerta et de lutter contre la culture de l'impunité face à cet acte inhumain. Nous avons rencontré une famille combative qui est debout et je crois que c'est l'exemple qu'il faut suivre. Nous profitons de votre micro pour dire ici que désormais, aucune femme ne doit se taire devant des situations pareilles. Il faut dénoncer les bourreaux. Nous, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, à la limite de notre possibilité, nous serons à leur côté. Nous sommes aux côtés des victimes, aujourd'hui, demain et pour toujours. La visite s'est terminée par une remise d'enveloppe pour les soins de la victime et une promesse d'engagement, de justice et de dignité retrouvée. En attendant, l'auteur du viol est entre les mains de la justice, selon un communiqué du ministère de la Sécurité publique. Le gouvernement tchadien, en collaboration avec l'OHCR, le PAM, l'UNICEF et l'OIM, intensifie ses efforts pour répondre aux défis humanitaires majeurs. Une mission de supervision dirigée par la ministre déléguée à l'économie et au plan met en lumière les besoins urgents en infrastructures sanitaires, en accès à l'eau potable et en formation aux professionnels, tout en soulignant les avancées réalisées dans le Wadaï et le Wadifira. Ngena Ondom Cynthia. Une première descente a été effectuée dans le camp d'Iridimi, un village situé à 17 km de la ville d'Iriba, qui abrite plus de 3000 réfugiés. Ce camp, établi en 2003, a été agrandi en 2023 à raison de l'afflux massif des réfugiés, causé par la guerre au Soudan.
Sur place, plusieurs défis ont été identifiés. Des problèmes d'accès à l'eau, des infrastructures sanitaires insuffisantes et des besoins en formation professionnelle. L'objectif vraiment de cette visite, c'est vraiment de voir sur le terrain ce qui se passe avec tous les projets. L'aspect que je regarde, c'est l'aspect qui est beaucoup plus durable. Est-ce que vraiment d'une manière durable, nos enfants vont à l'école? Les gens qu'on a accueillis, est-ce que d'une manière durable, ils ont les infrastructures nécessaires pour aller au pays? Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a la responsabilité première, non seulement de faire le suivi de ces projets, mais aussi de mobiliser des ressources à l'extérieur. Et on ne peut pas parler de ressources si on ne voit pas de visu ce qui se passe. On veut s'assurer que la qualité des infrastructures est là. Après les visites effectuées dans les localités d'Arkoum et de Farchana pour évaluer les infrastructures et les projets destinés aux communautés hautes, retournés et réfugiés, l'attention se porte désormais sur la région du Wadi Fira. L'objectif reste le même, suivre les réalisations et la mise en œuvre des projets menés par les humanitaires et le gouvernement dans les camps de réfugiés soudanais et des retournés tchadiens. Nguena Ondom Cynthia, Abiba Ngueni, retrouvons Gambi Daniel pour l'actualité en brève. 3 informations pour parfaire le tableau de l'actualité de ce samedi. Dans l'actualité en bref de ce samedi, la direction des campagnes de Béchir Ben Youssouf et Amouna Mahmoud, candidats du mouvement des citoyens pour le changement aux élections législatives du 2e arrondissement de N'Djamena, a déposé une requête officielle auprès du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2025. Cette requête conteste les résultats des élections de 28 et 29 décembre 2024 en raison des graves irrégularités des suffrages fictifs compromettant l'équité et la crédibilité du processus électoral. Les candidats demandent l'annulation des résultats provisoires et la déclaration de leur élection en se basant sur les preuves documentées et les procès-verbaux de dépouillement. La direction des campagnes s'engage à poursuivre ses efforts pour garantir la justice et le respect des principes démocratiques au Tchad. L'Union des démocrates tchadiens interdit formellement à ses militants et sympathisants de manifester ou de contester les résultats des élections passées. Elle les appelle à garder leur calme, à éviter toute initiative locale et privilégier les voies légales des recours pour exprimer leur contestation. Le respect de l'ordre républicain et des principes démocratiques est une priorité pour l'UDT qui s'engage à s'abstenir de toute incitation collective ou individuels pouvant nuire à l'image du parti et compromettant les dialogues démocratiques. Le gouverneur du Moyen-Chari, Abdraman Amat Bargou, a tenu une réunion à Sar pour aborder les valeurs de la paix et la prévention des conflits destinée aux chefs d'arrondissement et responsables communautaires. La rencontre visait à prévenir les conflits intercommunautaires dus à des incompréhensions. Le gouverneur a insisté sur l'importance de l'harmonie sociale et le rôle des leaders locaux dans la gestion des différends, promouvant la tolérance, le respect mutuel et le dialogue. Il a également souligné la nécessité de résoudre les conflits à la base et de renforcer les mécanismes de médiation traditionnels. La réunion a traité la sécurité et la coopération communautaire permettant aux participants d'exprimer leurs préoccupations. Elle s'est conclue par un appel à la vigilance et à l'engagement collectif pour faire de SAR un modèle de cohésion sociale au Tchad. Ce 18 janvier, à l'École nationale d'administration, le cadre de réflexion pour le développement du Tchad, CRDT, a organisé une conférence débat sous le thème « Cultiver une conscience nationale pour le développement ». Cette conférence a pour objectif de réfléchir aux grandes problématiques et opportunités liées au développement économique. Mbaïlassem Emmanuel, Abakar Lambert. Pour ce deuxième panel, les échanges ont été axés sur la question de la citoyenneté et le développement économique. Les panélistes, composés du ministre des Commerces et de l'Industrie, des responsables du pôle social du CDRT, des spécialistes en sécurité nationale et internationale et des experts en questions économiques, se sont succédés pour éclaircir l'auditoire sur le rôle du citoyen dans le développement économique d'un État et les enjeux autour.
Pour le premier panéliste, Guibolo Fanga Mathieu, ministre du Commerce et de l'Industrie, la vision des autorités est de faire du Tchad une destination attrayante pour les investisseurs et la jeunesse est au cœur du développement économique du Tchad au travers des stratégies qu'il crée, mais ces derniers doivent connaître les cadres juridiques définissant les entreprises pour exceller. C'est un éventail de réformes en place, il faut le dire, sauf que beaucoup ne consultent pas l'alias documentaire mise en place dans ce cadre. Il suffit de la consulter pour nous permettre d'avoir des avantages dans ce domaine et de créer son entreprise pour pouvoir développer plusieurs stratégies. La citoyenneté et la sécurité sont deux concepts qui interagissent et la sécurité d'un État pour son développement économique repose sur les engagements actifs des citoyens. Les citoyens aussi appelés effectivement à prendre part à cette sécurité collective-là. Je ne vais pas m'attarder sur les définitions de ces deux concepts qui sont connus, la citoyenneté qui peut être définie comme l'appartenance à une communauté politique, qui accorde à l'individu des droits civils, politiques, sociaux et impose des devoirs médicaux. Et vous savez, la sécurité, quant à elle, fait référence à l'état de la préservation des personnes, des biens, des valeurs, des institutions contre des menaces internes et externes. Le CRDT est un cadre de réflexion sur les enjeux relatifs au développement. Ce cadre se veut un lieu de dialogue, d'échange d'idées et d'actions sur les questions essentielles à la vie politique, économique et sociale du Tchad. L'Université de Doba organise ce 17 janvier son 14e conseil d'administration et ce, sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. Tolobé Dieudonné et Médolina Souf. C'est après Laï, Pala et Moundou que la délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur arrive à l'Université de Doba. Le secrétaire général, professeur Raounodi Frédéric, a indiqué que le conseil d'administration en tant qu'organe d'orientation et de décision s'est réuni chaque année dans l'optique de réajuster, évaluer et corriger les imperfections afin de remettre l'université sur les rails. Tout ce que nous avons fait pendant ce conseil d'administration, nous nous sommes intéressés à l'examen et à l'adoption du plan d'action, mais surtout du projet de budget de l'année 2025. Donc, les membres ont apprécié vraiment l'effort fourni par les responsables de l'université de Doba. C'est une université où le constat, comparé à d'autres, est assez calme. L'équipe collabore très bien et tout ce qui est programmé a été exécuté à la... Créée il y a 17 ans, l'université de Doba a une évolution, comptant cette année plus de 6000 étudiants dans différents départements. Le défi à relever pour l'université de Doba reste la disponibilité des ressources nécessaires pour faire fonctionner la dite université. Un mot de sport dans ce journal, un jeu unificateur. Le football est une des disciplines qui demande une amélioration. Au Tchad, resté plusieurs années sans un dirigeant, la Fédération tchadienne de football association compte organiser une élection afin d'élire un président. Les dépôts de candidature viennent de prendre fin et les attentes des passionnés de football dans ce domaine sont et restent nombreuses. Regardez. D'abord, l'aspect recrutement. D'abord, les structures de football. On n'a pas assez de stades. Il faut aussi revoir ça. Et le troisième, il faudrait qu'on ait vraiment des sponsors. C'est parce que par manque de sponsors, beaucoup d'entreprises sont ici. Si ces entreprises essaient de sponsoriser les équipes nationales, il y aura vraiment de l'avancée. Ça fait presque combien d'années qu'on sommes en train de jouer à l'extérieur du pays? D'abord, les infrastructures. Ensuite, on peut former des cadres. Là où tu travailles, par exemple, la fédération, s'il est élu, il va d'abord voir sa fédération à lui, comment ça doit marcher. Au sein de la fédération même, il y a eu tellement d'obstacles, il ne faut pas que ça se répète. Et troisièmement, les joueurs. Les joueurs, il faudra les former. Pour avoir une équipe nationale, il faut quelques années supplémentaires. Il faut vraiment trouver de bons managers pour envoyer les joueurs à l'extérieur. Parce que tous nos joueurs sont ici à l'intérieur. On ne peut pas jouer contre les gens qui jouent professionnels. Et pour un pays, pour que le football se développe, il faut vraiment un exécutif. Un exécutif qui est soutenu par la FIFA,
qui peut faire beaucoup de choses. On ne peut pas attendre de l'État ou du ministère. Non, non, non. La fédération, elle est là pour ça. Il faut que des bonnes personnes, des bonnes voix, des belles personnes, de bonnes volontés et de bonne foi. Ce que je pourrais dire à celui qui sera le président de la fédération, c'est pour qu'il soit sérieux dans le travail. Et vraiment, s'il y a vraiment les mercatos ou encore des recrutements des joueurs, il faut que ça soit en guise de compétences des joueurs. Il ne faut pas que ça soit par affinité. Et la formation des joueurs, ça soit intensif. Des propos recueillis par Game Moussa Abakar Lambert, c'est sur ce que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon week-end à vous.